Voilà, convergence et révolution culturelle, mesdames et messieurs, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, les chemins de la renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique, parce qu'ils sont nombreux à travers le monde qui parlent de nous contre nous. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus nous ouvrir les yeux comme pour nous faire comprendre qu'on nous a toujours menés en bateau. Ce n'est pas des valeurs qui manquent chez nous ici au Congo, sinon chez nous ici en Afrique. Et parmi ces valeurs, Dieudonné Antoine Gonga, ancien ministre et écrivain que nous recevons souvent ici parce qu'il y a à boire et à manger et surtout, il y a cette denrée de très grande valeur qui manque de plus en plus par les temps qui courent. Les valeurs africaines perdues, sinon la paix. Dieudonné Antoine Gonga, nous interrompons notre introduction pour vous poser cette question qui nous brûle les lèvres. Il y en a qui disent que vous êtes visiblement apôtre de la paix. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, il est difficile, comme je le dis souvent, de parler de soi-même. Mais si les autres pensent que je suis un apôtre de la paix, tant mieux. Parce que moi, je crois à la paix. Moi, je ne crois pas à la paix des slogans. Parce qu'il y en a qui disent la paix, c'est des slogans. Mais moi, je crois à la paix. Pourquoi? Je vous le dirai. Et dans mon livre, je dis ceci. Permettez-moi. Œuvrons tous pour la paix, car la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit et se cultive. Il nous faut savoir que personne n'est indispensable et que l'on n'est pas le plus intelligent de son pays. Un partisan de la paix doit d'abord aimer son pays avant toute autre chose et doit penser au bonheur de ses compatriotes. L'injustice peut se réparer, mais le désordre, non. Ce qui doit nous importer, c'est le Congo, notre pays. Les régimes passent, tout passe, mais ce qui demeure, c'est notre nation dont la devise cardinale est unité, travail, progrès. Très bien. Mais lorsque vous dites la paix des slogans, vous n'y croyez pas. C'est quoi la paix des slogans? Mais vous savez, on a tendance ici au Congo, surtout les militants, les activistes, le pauvre président doit souffrir. Comme l'a dit le président, c'est l'année de la paix. Mais là, ça devient un slogan. Mais qu'est-ce qu'ils font pour œuvrer pour la paix, comme le veut le président de la République? Pour la mettre en musique, pour la concrétiser. Oui, la concrétiser, c'est ça. Parce que la paix, comme diraient les chrétiens, notre paix, c'est comme la prière des chrétiens qui sort des bouts de lèvres, qui ne sortent pas des cœurs. Il faut que la paix sorte des cœurs époux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez quelque part au pays, dans un bureau, quand la personne vous reçoit froidement, mais il n'est pas pour la paix. Non. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur qui ira au ciel », c'est celui qui fera la volonté de mon Père. Moi, je dirais, ce n'est pas celui qui dit « la paix, la paix, la paix » qui croit à la paix, mais ce sont les autres qui la font. Exact. Nous sommes d'accord avec vous. Retour donc à notre introduction, mesdames et messieurs, comme pour dire, pour ce grand retour à Convergence et Révolution culturelle, un thème très important, un regard sur le Congo. Avec cette pensée du jour, tirée de ce livre de très grande importance, au point où une étudiante en est tombée amoureuse pendant que nous étions en route. Pensée du jour, une société plus juste et plus humaine s'impose à nous tous. Alors l'auteur sur ce plateau, Dieudonné Antoine Gonga, nous avions mis la charrue avant les bœufs de façon express, de façon volontaire. Maintenant que nous y revenons, qui êtes-vous exactement? Parce que sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. Qui êtes-vous par vous-même? Bon, monsieur Alexis, je suis tout d'abord chrétien. En tant que chrétien, je dois prêcher l'amour et la paix. Deuxièmement, dans mes fonctions, je suis diplomate de carrière. Le diplomate est un ministre de la paix. Le diplomate est comme le tailleur qui a l'aiguille pour accommoder les habits, tout ce qui se déchire. Il n'est pas comme le malavoutier, c'est-à-dire le récolteur de vin de palme, qui fauche le palmier pour récolter du vin de palme. Celui-là a la machette. Mais moi, je préfère être le diplomate, ministre de la paix, et qui est le diplomate qui aura toujours dans ses mains l'aiguille pour accommoder.
Nous sommes d'accord avec vous, nous aimons votre diplomatie, Dieudonné Antoine Ganga. Seulement, nous n'allons pas pour autant vous caresser dans le sens du poil. Mais avant d'entrer dans le thème, dans ce livre que vous aviez écrit pour la jeunesse congolaise, nous revenons un peu sur vous, comme pour vous poser une question de très grande importance. Mais Dieudonné Antoine Ganga, on vous a bien vu sur DRTV à l'émission Le Jour du Seigneur. Oui. C'était déjà quoi? Et quel était votre message? On ne savait pas que vous devriez aussi être sur ce plateau-là. Quel était votre message? Mais vous savez, cette année, nous célébrons les 22 ans du départ au ciel de Monseigneur Batantou. Il était mon ami. Ah, Il était mon ami, mon confesseur. vous l'aviez vraiment connu? Oui, on a grandi dans le même quartier et j'ai eu le privilège d'être servant de messe lors de sa première messe. Nous l'avions lu. Bon, donc, il fallait lui rendre un hommage. Et l'animateur de l'émission Le Jour du Seigneur a pensé que je pouvais venir faire cet hommage. Et ce que j'ai fait. En tout cas, vous étiez outillés, il y a eu à boire et à manger, ça nous a ouvert les yeux, nous avions compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi sur ce plateau, nous vous attaquons toujours. Oui. Ceux de votre génération, n'ont-ils pas le devoir de transmettre le savoir, Dieudonné Antoine Ganga, comme vous le faites si bien? Pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi chacun dans son domaine ne vient pas ici témoigner du passé pour nous éclairer le futur? Mais vous savez, je ne peux pas répondre à la place de cela, mais moi je parle de cette logique que tout homme est un pionnier qui doit travailler pour les générations futures. Vous savez, dans un pays comme les États-Unis, les gens travaillent toujours pour les générations futures. Exact. Les pionniers, ils travaillent pour les générations futures. Ils toujours. Travaillent pas toujours pour les générations futures. Et quand vous voyez nos parents au départ, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient pour nous. Toujours. Nos parents étaient, la plupart de nos parents étaient illettrés, à part quelques-uns d'entre nous qui avaient des parents fonctionnaires. Mais les parents qui étaient illettrés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient leurs enfants à l'école. Exact. Pour acquérir le savoir du Mundélé qui avait les colonisés. Même les Machouanis qui combattaient le blanc, ils disaient à leurs enfants, allez étudier ce qu'ils disent pour que vous soyez comme eux. Ils n'empêchaient pas leurs enfants d'aller à l'école. Malheureusement, nous qui sommes venus après eux, nous croyons que tout est à nous. Les générations futures, on s'en moque. Or, c'est pas bien. Mais après nous, pourquoi faire le déluge? Moi, j'ai peur de nos jeunes, de la génération future. Aujourd'hui, vous et nous sommes là, mais quand vous passez dans la rue, quand vous voyez ces jeunes-là qui déambulent, qui sortent de l'école, parfois je me demande, mais quel est leur avenir? Et qu'est-ce que puis, nous faisons? Ils sont nombreux, le Congo est riche de sa jeunesse. Et comment? Et une jeunesse qui était à un haut niveau. Vous savez qu'il y a des années où nous étions presque les premiers au point de vue enseignement, scolarisation. On dit ça? Si, c'était vrai. Et puis nous avons fini par dégringoler. On a dégringolé, pourquoi? C'est votre génération qui doit répondre à cette question. Mais vous aussi, puisque vous nous supportez tout le temps. Nous sommes des Simbasak, nous sommes vos Simbasak, nous sommes vos tireurs. Non, mais c'est que ce que vous faites, c'est que vous vous comportez en courtisan. Vous nous encensez parce que vous voulez avoir quelque chose. Mais peut-être que c'est tout ce que vous nous laissez comme marge de manœuvre. Non. Il y a possibilité de faire autrement. Mais oui, il y a possibilité de faire autrement. Très bien. Dieudonné Antoine Ganga, un regard sur le Congo. Pourquoi avoir écrit ce livre? Mais un regard sur le Congo. Pourquoi avoir jeté ce regard sur le Congo? Mais le Congo est notre pays. Et tel que je vois le Congo se développer, j'ai eu un autre regard sur le Congo. Et dans ce livre, c'est la compilation de certains écrits sur le Congo, à la jeunesse. Il y a même là, vous verrez en annexe, un article que j'intitule « La lamentation de la ville de Brazzaville ». Il y a beaucoup de choses. Donc, en sorte, c'est un examen de conscience pour moi. Nous allons partir, mais qu'est-ce que je dois laisser à la génération future? Il faut que les gens disent quand même qu'il y a eu ici des gens qui ont écrit, qui ont dit ceci ou de cela, mais pourquoi ça n'a pas été appliqué? Voilà pourquoi j'ai complété tout cela pour que les gens lisent. C'est pour dédouaner votre génération. Pour dire que bon, on a tout détruit, mais quand même on a écrit pour servir de phare aux générations futures. Mais pourquoi vous parlez de notre génération? Tout le monde n'est pas coupable. Mais c'est pour dédouaner notre génération parce que nous avons des gens. Par exemple, aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous reprocherez à un Théophile Obienga qui est de notre génération? Ah non. Hein? Il a tout donné. Qu'est-ce que vous reprocherez à un Marshall Sinda qui a écrit? Non. Celui-là aussi aura tout donné. Donc, aujourd'hui, on a eu des écrivains comme Jean Malonga, et les Yeboka, quelque chose comme ça. Oui, oui. Hein? Mais tout le monde a écrit, Tout le monde a écrit. Oui. Vous savez, dans le temps, il y avait une revue qu'on appelait la revue Liaison, qui était animée par le président Marcel Ibalico. Mais l'agent, tout là, dans ce livre-là, dans cette revue, beaucoup de cadres écrivaient. Et c'était des messages pour les générations futures. Et, Antoine Gonga, nous savons que vous avez des choses et d'autres à dire, mais puisque notre génération n'aime plus trop lire, est-ce que vous n'aurez pas aussi à faire les choses autrement pour que cette connaissance leur parvienne? Mais non, il faut tout d'abord lire, vous savez. Donc c'est très important la lecture. Le pape Vous conviez la jeunesse à revenir à la lecture. Oui, le pape Jean XXIII disait ceci. Tout homme qui respire doit lire autant qu'il respire. Ah. Nous, dans notre temps, on avait des bibliothèques. Nous, à Bakongo, on allait au centre culturel qu'on appelle maintenant la Boutansi. Il y avait des bibliothèques. Nous allions au centre culturel français. Il y en a qui allaient à la maison commune de Poto. Il y avait des bibliothèques partout. Il y avait des bibliothèques. Nous en avons vu à Wenzemanzanza, là, il y avait des bibliothèques. Oui. Mais après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Ce sont les Nganda. Exact. Ou les jeunes. Mais où sont partis les livres, monsieur Antoine Gonga? Il faut demander à nos enseignants. Est-ce qu'ils incitent les jeunes à lire? Mais il y avait des bibliothèques, vous le dites là. Mais oui, mais parce qu'à l'école, le professeur disait, mais il faut passer à la bibliothèque. Le maître nous disait, il faut lire. Déjà, dès le CP1, CP2, on vous disait de lire. Oui, mais, mesdames et messieurs, la problématique se pose à nous tous. Il n'y a pas que Antoine Gonga à être sur le banc des accusés. Il y avait des bibliothèques au Congo. Mais où sont passées nos bibliothèques? C'est ça la grande question. Parce qu'on devrait léguer ces livres comme un héritage d'une très grande valeur aux générations futures. Alors, Antoine Gonga, nous allons, vous savez qu'on ne s'est pas convenu, on commence par ci, on fait ci, on décolle. Vous et nous, c'est toujours spontanément. Et nous aimons ça, parce que ça nous permet de vous tacler, ça nous permet de ne pas vous permettre de nous mener en bateau. Donc, nous allons vous permettre tout à l'heure de dire tout ce que vous avez à dire, d'exposer sur ce livre avant que nous vous posions des questions. Seulement, vous allez, avant d'en arriver là, commenter de façon succincte avec vos mots les citations que vous avez retenues ici. Aucun homme n'est une île. Tout homme ne se construit que par le regard, la tendresse d'autrui. La vue ne naît que de la complémentarité, de la réciprocité. Je suis l'autre et l'autre est moi. Jean Ziegler. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi ça? Jean Ziegler est un grand économiste, un grand africaniste, qui a beaucoup écrit. Un grand défenseur de l'Afrique. Ah oui, et puis de l'homme en somme. Il veut dire ceci. En résumé, il dit que l'homme ne doit pas être égoïste. Aucun homme n'est une île. Tout le monde se construit par rapport à ce que l'un ou l'autre lui apporte. C'est pour ça que nous ne sommes pas une île, parce que l'île est entourée d'eau. Séparée du reste du monde. L'homme n'est pas une île. Tout homme ne se construit que par le regard, la tendresse d'autrui, mais pas par la méchanceté de l'autre. Ah non. La méchanceté détruit l'homme. Aujourd'hui, vous trouvez normal que dans notre pays, des gens ou bien des responsables, parce que ce n'est pas parce que j'étais responsable, comme disait le président Pascal Souba, des responsables marchent avec des chaussures éculées. Vous pensez trouver normal que des gars qui ont servi la République priment pour avoir leur pension ou bien pour avoir un service dans un ministère? C'est pas normal. Trouvez-vous normal que l'homme qui a cotisé pour sa retraite, parce que la retraite, la pension, c'est une épargne, que cet homme-là trime pour toucher sa pension, passe des mois, 5 mois sans avoir sa pension? C'est pas normal. Qu'il vivote? Non, c'est pourquoi on nous dit l'homme ne se cause que par le regard et la tendresse d'autrui. La vue
ne naît que de la complémentarité, de la réciprocité. Toi, c'est moi c'est toi. Je suis l'autre et l'autre est moi. Très bien. Il y a beaucoup de choses à boire et à manger. Deuxième citation. Une société plus juste et plus humaine s'impose. Tous les citoyens, tous les hommes politiques, quels qu'ils soient, doivent en être pleinement conscients. C'est de Diaglemba. Oui, c'est de moi-même, ça. Ah. C'est de moi-même. Explication. Mais moi, je suis très triste quand je vois notre société actuelle. Je trouve qu'il n'y a plus de justice. Il y a trop de divisions. Mais on est dans la brutalisation du monde. Trump nous le démontre, donc ça ne devrait pas vous étonner. Non, je ne parlerai pas de Trump. Ah, vous n'allez même pas là-bas, vous êtes encore chez nous-mêmes. Je parle de notre pays. D'accord, on vous laisse expliquer. Aujourd'hui, notre société n'est plus juste. Il y a même, si on revient à la période marxiste, on aurait dit qu'il y a beaucoup de classes maintenant. Ah oui, on se rappelle, ces mots-là nous entendus à Radio Congo. Et aujourd'hui, il y a une classe de ceux qui peuvent bien vivre. Vous voyez? Il y a une classe de ceux qui triment. Monsieur Alexis, allons faire un tour au marché de Poto ou de Ouézé ou de Bakongo pour voir comment l'homme trime. Parfois, les gens attendent le coucher du soleil pour aller acheter quelque chose. Exact. Mais ils vont acheter quoi? Exact. Ce qui est... Ils vont attraper les invendus, ce qui est resté là, qui ne vaut plus rien. Il y a des périls, qui ne vaut plus grand-chose. Qui leur donnent encore des maladies. Voilà. Bon. Aujourd'hui, par exemple, un homme qui est dans le rouage de l'administration ou quoi, qui suit son dossier parce qu'il est là-bas, il aura facilement, son dossier pourra aboutir facilement. Mais l'autre qui n'est pas là, non, qui n'a personne, il va attendre. Il y a des gens ici qui attendent l'aboutissement de leur dossier, qui traînent depuis 10 ans. Depuis des siècles. Voilà, donc, il faut que nous en soyons conscients, surtout les hommes politiques. Pourquoi je dis les hommes politiques? Surtout les hommes politiques. Ce sont nos leaders. Nous aimons que vous disiez ça. Et non, mais ce sont nos leaders. Ce sont nos bergers, entre autres. Exact. Normalement, c'est des pasteurs. Oui. Alors, moi, je préfère le terme de berger. De berger. Oui. Donc, qu'ils nous guident et qu'ils soient conscients de cela pour que nous ayons une société plus juste. Très bien. Nous ne sommes que des humains, c'est-à-dire des mortels. Ne pas le comprendre est une stupidité qui ne réussit qu'à ceux qui se prennent pour Dieu. Charles Zacharie Boao. Et Charles Boao, notre frère, est l'un des grands philosophes congolais. Nous l'aimons et nous l'admirons beaucoup. Ah oui, oui. Et je pense que ce qu'il a dit, c'est très profond. Nous ne sommes que des humains, donc des mortels. Personne n'est éternel sur terre. Même le Christ qui était Dieu, même le Christ, est mort et ressuscité. Lui, c'est autre chose. Lui, au moins, il est ressuscité, mais un jour, il était d'abord mort. Donc aujourd'hui, tout ce monde-là, vous voyez même l'histoire, les Césars, les Cicérons, Alexandre les le Néron, Grand, les Charles de Gaulle, tout le monde est tout ce beau monde. Chez nous, on a eu les Matsoua, les Youlou, les Massamba Deba, les Mariam Wabi. Tous sont partis. Ils sont partis. Donc, personne n'est éternel. Mais pendant que nous sommes là, il faut comprendre que nous sommes des mortels, que nous devons tout faire pendant notre laps de temps de rendre les autres heureux. Parce qu'il y en a qui se prennent pour de Dieu. Il y en a qui se prennent pour Dieu. Ah non. Il nous faut toujours éteindre les braises qui couvent sous les herbes sèches afin de prévenir un incendie. Proverbe Congo. Oui, c'est vrai. Vous savez, quand vous êtes, par exemple, bientôt la saison sèche, il y aura des feux de brousse. Exact. Il y a des gens parfois qui jettent un mégot qui peut incendier les... Voilà. Mais dès que vous voyez ce feu, il faut l'éteindre. Ah. Il ne faut pas attendre que ce soit un incendie. Parce que si vous ne teniez pas le feu à son début, il va grandir, il va provoquer un incendie. Il faut se hâter d'éteindre tout départ de feu. Oui, tout départ de feu, c'est tout. Très bien. Alors là, c'était une façon comme une autre pour nous, mesdames et messieurs, de mettre Dieudonné Antoine Ganga, ancien ministre, diplomate, écrivain, donc en condition de nous donner l'économie de ce livre. Alors Dieudonné Antoine Ganga, au lieu d'être assujetti à nos questions, s'il vous était donné 10, 15, 20 minutes, 30, sinon 1 heure, que vous exposiez
vous-même en long et en large pour que vous disiez l'essentiel de ce livre à tous ceux qui nous suivent. Que diriez-vous? Qu'est-ce que je peux dire? Je leur dirais que dans ce livre, j'ai lancé mon cri du cœur pour l'avenir de la jeunesse. Ah, encore la jeunesse? La jeunesse. Mais vous insistez sur la jeunesse dans tous vos livres. Mais parce que la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Ah. Le ministre Ngaliba disait, la jeunesse, c'est la pépinière du Congo. Ah. Il avait dit en 1964. En 1964, oui. Vous le saviez déjà. Mais j'étais jeune. Votre génération le savait. Et vous faisiez partie de cette jeunesse dont il parlait. Vous êtes la pépinière du Congo. Ah. Donc, cette jeunesse, nous devons l'entretenir. Quand vous voyez nos frères maraîchers ou jardiniers ou agriculteurs, vous ne voyez pas comment ils entretiennent la pépinière? Exact, exact. Parce qu'ils savent que ils doivent en prendre soin. Et comment? Pas ça, puis il aura les légumes, tout ce qu'il veut. Exact. Donc, cette jeunesse, pour moi, m'intrigue beaucoup. C'est-à-dire, je ne sais pas si notre jeunesse a de l'avenir. Qu'est-ce qu'elle deviendra dans quelques années? Aujourd'hui, nous sommes partants, il faut le reconnaître. Tout homme est mortel. Nous sommes partants. Mais dans quelques années, qu'est-ce que nous allons laisser? Qu'est-ce que cette jeunesse? Quel héritage? Est-ce que cette jeunesse... Pour nos enfants et nos petits-enfants, pour la jeunesse congolaise, pour la jeunesse africaine. Est-ce que cette jeunesse est consciente? Aujourd'hui, je suis content qu'au niveau du pays, on ait créé un ministère qui va s'occuper du service civique. Ah oui, on a vu ça avec plaisir. Avec Mikris Kabamboko, monsieur le ministre, oui. tout jeune. Tout jeune. 37 ans seulement. Mais j'espère qu'il ne sera pas en sorte entraîné dans... Ah non, nous allons faire de telle sorte qu'il ne soit pas entraîné par votre vieille génération. Non, tu sais, vous savez, il faut toujours être aux côtés des anciens aussi. Exact. On a de quoi vous pour apprendre. Et comment? Pour acquérir de l'expérience. Il ne faut pas nous rejeter. Donc il ne faut pas qu'il y ait un conflit générationnel. Oui. Parce que le service civique est très important. Très important. Et un jour, si vous le connaissez, je lui enverrai mon document où je parle justement de la jeunesse. Bien sûr que nous le connaissons. Parce que, au temps de l'abbé Fulbert Youlou, quand il a vu pour lutter un peu contre la délinquance juvénile, il a créé le service civique. Le service civique, c'est là où il y avait beaucoup de jeunes qui se formaient. Et au sein du service civique, on a eu des gars qui sont sortis de ça, de ce service civique. Par exemple, le sénateur Oba Pounou est sorti de là. Maxime Machima est sorti de là. Akwala, qui était l'un des grands défenseurs des droits du Congo, est sorti de là. Et donc, cette jeunesse, il faut la former, il faut leur inculquer aussi des notions pour respecter l'État. Ce n'est pas être inféodé à un parti, non. L'État est un État. Et ces gens, les jeunes, nous devons les former pour qu'ils donnent toujours la priorité à l'État congolais. Et maintenant, ça manque. Est-ce que dans les classes, je ne sais pas, il y a longtemps que j'étais dans une école, mais est-ce qu'on leur donne des cours de morale? Bon, vous allez revenir sur ça, mais c'est pour nous, mesdames et messieurs, l'occasion ici de faire un clin d'œil à monsieur le ministre Mikris Kabamboko, parce que, papa, nous apprenons que très jeune, 20, 21 ans, peut-être moins, il avait écrit son premier livre que nous connaissons, Réussir jeune. Et voilà que, en suivant les mêmes préceptes de ce livre, il réussit jeune. Et ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui, ça fait du bien. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre. N'attend pas le nombre d'années. Exact. Il en est de même, donc, de l'autre jeune devenu aussi ministre. Donc, Prince Bahamboula, merci, monsieur le ministre, nous sommes très fiers de vous. Alors, vous disiez que l'instruction civique qu'il y avait autrefois, cette éducation, ce côté moral, moralisateur de l'éducation, n'est plus par les temps qui courent. Non, il n'y en a plus. Vous savez, quand vous prenez un bus, moi, il m'arrive de laisser ma voiture, de prendre un foula-foula pour justement observer. Mais vous arrivez, le jeune ne vous cédera pas la place. Hein. Ah non, il ne cède pas. Le jeune ne cédera pas la place à la femme qui est en grossesse. Non. Ça ne fait ni chaud ni froid. Non. Vous arrivez devant une porte, il ouvre la porte, il rentre.
Ils vous lâchent même la porte. Exact. Mais ce sont des éducations primaires qu'il faut que Et il faut que vous soyez chanceux parce que dans ce bus-là, il y a une certaine musique, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se font. Si vous êtes en famille, alors vous sortez même avant d'arriver à destination. Qui indispose tout le monde. Exact. Oui. Donc il y a ça tout d'abord, ce fondement. Parce que l'école et l'État doivent compléter l'éducation que prodiguent les parents à leurs enfants. Les parents nous ont mis au monde, ils nous donnent l'éducation, mais cette éducation est complétée par l'école, par l'Église, par le gouvernement, par l'État. Et c'est pourquoi le service civique est très intéressant. Je pense que le jeune ministre qu'on a nommé ne va pas échouer, qu'il prendra confiance. Qu'il ne se laisse pas influencer par les hommes politiques. Il n'est pas là, ce n'est pas la jeunesse du PCT qu'il va aller. Ah, dites-le lui, papa. Non, ce n'est pas la jeunesse du PCT, c'est la jeunesse congolaise qu'il va aller. Qu'il oublie ce slogan du PCT là, ça c'est fini. Qu'il soit là pour voir comment il faut former cette jeunesse. Mais il est député du PCT. Il peut être député du PCT. Donc la discipline du parti ne lui interdit pas de bien se comporter en tant que ministre. Mais oui, hein, c'est son droit d'être député du PCT. C'est son droit. Ah. Mais qu'il donne la priorité au C'est pas incompatible avec le bon sens. Non, non, c'est pas incompatible. Mais nous, autant de la GMNR, du MNR, du PCT, on a formé beaucoup de gars. Super. Et autre chose, parce que votre livre, il y a plusieurs chapitres, vous avez épinglé beaucoup de choses. On reste sur la jeunesse ou bien vous avez aussi autre chose? Non, il y a beaucoup de choses. Il y a la jeunesse, il y a et la situation des milices, j'en parle un peu. Ah ben oui, dites-nous quelque chose. Il y a aussi mon plaidoyer toujours pour le plan Marshall, pour le pool. Bon, d'abord, plaidoyer pour un plan Marshall pour le pool. Oui. Résumé. C'était quoi le message? Le message c'est quoi le message? Le département du pôle, ce n'est pas du régionalisme ce que je fais. Ah oui, nous on a l'impression que chaque fois que vous arrivez, vous plaidez pour le pôle. Vous plaidez pour le pôle. Vous plaidez pour le pôle. Après, ça nous fatigue maintenant, papa. Ça ne doit pas me fatiguer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ma région ou le département, ça dépend, comme vous l'appelez, est le seul département du Congo qui est souffert. Non, mais papa, on va vous poser une question claire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation ne s'est pas améliorée dans le pôle? Est-ce qu'on n'a pas réparé les dégâts causés? Est-ce que les populations ne vaquent plus à leurs occupations? Est-ce qu'on n'a pas replanté les arbres qu'on avait coupés ou déracinés? Est-ce que les populations ne sont pas redevenues à leur état normal? Ou bien il y a encore des choses et d'autres à devoir corriger, réparer dans cette affaire? Je vous mets au défi, M. Alexis. Dites-nous. On prendra la voiture, on va faire le tour. Nous irons avec notre caméra. Vous voyez sur la route de Kinkala, à côté du village Sumuna, les maisons qu'on avait construites dans les tentes de l'UNICEF sont toujours là. Vous verrez encore des bouchons, comment on appelle ça, je n'appellerai ça bouchon, le terme m'échappe, mais des checkpoints, plutôt des militaires. Comme des barrières des militaires. Ah, des militaires encore? Il y en a encore. Vous allez sur la route de Linzolo. Entre Linzolo et Zumuna, il y a des militaires qui sont devant. Rien que sur la route de Kinkala, vers Makana et tout, jusqu'à Luingi et tout, il y a des militaires. L'idéal serait que tout ça finisse. Mais que ça finisse. Comme ça, le traumatisme Est-ce que dans les autres départements, il y a ces gens? Et que les populations se retrouvent quand même... Les femmes ne vont plus dans les champs. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur d'être violées, d'être attaquées. Hein? C'est triste ce qui arrive. Le pôle voudrait revivre comme il se doit. C'est pourquoi j'appelle à nos députés, à nos ministres originaires du pôle, de prendre cette région-là en charge. Ce n'est pas du tribalisme. Aujourd'hui, M. Alexis, partez de Ngangalingolo pour aller à Linzolo, 30 km. Cette partie fut bitumée par le président Massamba Deba à l'époque. Aujourd'hui, tout a disparu. Ah, le bitume est parti. Vous arrivez à l'entrée de Ngangalingolo, c'est toute une mare. Les voitures s'enlisent. Mais ce pays-là a des députés et des ministres. Il ne peut pas... Vous croyez que c'est le président de la République qui doit aller voir là-bas pour faire ceci? Non, nous vous rassurons, il y a maintenant un nouveau gouvernement. Mais non. Lancez votre cri de cœur, comme ça, ils vont faire ce qu'il faut faire. Le gouvernement vient d'être... Non. Justement, nous profitons du fait qu'il vient de tant mieux. Démarrer les choses pour leur présenter notre... Ceux qui sont là, certains sont reconduits. Ah oui, ils savent. Ils savent ce que c'est. Donc, il est important que on voit ces choses-là.
La route de... Je plaide pour cette région, ce département. La route de Ngangalingolo, Kimpanzu, c'est la route qui mène aux chutes de l'Ufulakari. Un grand site touristique. On ne peut plus y aller. C'est une des routes plus économiques. Les gens ne peuvent pas la prendre parce que c'est la route par laquelle on a mené tous les produits au niveau de Brazzaville. Elle n'est plus praticable. Oh, je vous assure, c'est un enfer. Pour aller à Linzolo, on faisait 15 minutes. Aujourd'hui, pour arriver à Linzolo, il vous faudra 1 heure. Mais rien qu'à l'entrée de Ngangalingolo, ça vous décourage. Mais pour cela, il faut sortir de la Sorbonne. Pour cela, c'est le président de la République qui doit venir là pour dire que, attention... Non, on a un gouvernement, on a des ministres. On a des ministres, on a des députés qui sont des porte-parole de ces populations-là. Ils préfèrent se conduire en courtisan auprès du chef de l'État et lui cacher la vérité. Vous voyez? Parce que le grand problème, c'est aussi ça. Dire au chef de l'État que tout va bien, alors que tout va mal. Tout va mal, c'est tout. Très bien. Vous parlez aussi des milices. Oui. Vous savez que les milices... dans ce livre-là, je parle des milices d'État et des milices privées. Il y a eu des milices d'État. C'était la GMNR. C'était les milices d'État. Nous avions entendu parler, nous étions des gamins. Il y en a d'autres qui n'étaient pas encore nés. Oui, c'était la milice d'État. Nous avions entendu GMNR. La milice de l'État, qui faisait tout pour lutter contre le contre-révolutionnaire, mais qui travaillait aussi. Elle a commis des exactions. On en a pas plus. Mais après, il y a eu l'introduction des milices privées. Des milices privées. Plus dangereuses que la milice d'État. La milice d'État ont été contrôlées. Les milices privées. Bon, je me pose la question. Ceux qui ont construit ces milices privées, où est-ce qu'ils trouveraient les armes? Est-ce que les civils avaient l'autorisation d'importer au Congo des armes? Non. Ces milices nous ont causé un grand préjudice. Et à tel point que les séquelles sont là. Ces milices nous ont quoi? Ils nous ont engendré les Koulouna, les bébés noirs, etc. Le président Yombi disait la grave erreur qu'on a commise au Congo, c'est d'avoir donné l'arme aux civils. L'arme doit être portée par le militaire. Que par le militaire? Mais pas par le civil. Non. D'autant plus que la logique, la déontologie, l'éthique du métier de militaire, le civil ne le connaît pas. Oui. Donc, le président Yombi a raison, il le dit. Exact. Moi, ça me choque aujourd'hui. Vous allez à Boko. Vous avez checkpoint déjà avant d'arriver à Kinkala, Lungi. L'autre jour, je vous cite un exemple. Quelqu'un a appelé dans sa famille quelqu'un qu'il fallait enterrer au village. Ils prennent le corps à la morgue de Brazzaville, ils prennent... le corps bien ne peut pas aller là-bas, ils prennent un pick-up ou une pick-up, comme on dirait, on met le corps là-dedans. Ils arrivent vers Luingui, on les arrête. Monsieur, pourquoi vous n'avez pas mis le corps dans le corbillard? Mais pourquoi? Mais il fallait téléphoner à Kinkala pour qu'on vous envoie le corbillard. Vous vous rendez compte? Avec les morts, la façon dont les gens meurent à Brazzaville, si vous avez 10 morts qui doivent aller à Kinkala ou à Boko... Ce ne serait pas possible. Mais combien de corbillards nous avons? Voilà, ce qui est parfois stupide. Mais il faut aussi que nous disions qu'il est temps que les Congolais reprennent à se refaire confiance, à savoir qu'ils ont une même souche, une même racine. Mais c'est ça. Le même sang qui coule dans leurs veines. On doit s'aimer, c'est ça. Aimer son pays, comme vous dites si bien dans... votre livre ici, parce que vous savez, le temps peut être entre nous, mais on va épingler le maximum. Ce que vous dites là, si jamais chacun, ou bien notre jeunesse qui va prendre de relais, peut s'appuyer sur les valeurs dont vous parlez ici, page 37, ce serait bien, n'est-ce pas? Oui. La jeunesse congolaise devrait absolument se revêtir du nouveau manteau de valeurs cardinales que constituent les 4 suivantes. Oui. Nous vous laissons continuer. Oui. Aimer le Congo, notre patrie, être fier d'en être citoyen et se disposer à le respecter, à l'honorer et à le défendre jusqu'au péril de sa vie. Deuxièmement, promouvoir et inculquer la culture de l'excellence et de la compétence. Nul n'ignore que ce sont des hommes et des femmes, tous excellents, diplômés, doués de savoir et de savoir-faire dans différents domaines d'activité et qui sont les artisans du développement de tout pays.
C'est pourquoi tous les jeunes doivent avoir un seul point de mire, la culture de l'excellence et de la compétence pour fuir la médiocrité. La tricherie, la corruption, les fraudes, les facilités, etc., tout ce qui gangrène la société et les écoles. Ce sont de vilaines habitudes. Promouvoir la culture de la créativité, de l'esprit d'initiative et d'entreprise. Je suis content qu'aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat. De plus en plus. Je suis content. Je pense que quelqu'un avait lu mon livre. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Promouvoir la culture de vivre ensemble et de la pratique de la solidarité. Aujourd'hui, dans notre pays, les Congolais vivent malheureusement dans un environnement de méfiance, d'égoïsme, d'égocentrisme, de jalousie, de haine, de délation, de tribalisme, de méchanceté et de clanisme. La culture de vivre ensemble et de la solidarité doit être une valeur cardinale que tous les Congolais doivent cultiver en eux pour que désormais les relations entre Congolais ne soient empoisonnées par des considérations tribales, religieuses ou philosophiques. Oui, je peux vous citer la citation de Monseigneur Michel Bernard, qui était alors archevêque, qu'il avait prononcé le 15 août, le jour de l'indépendance. Permettez-moi quelques minutes. Allez-y, Dieu de notre langage. Il n'est pas de vie sociale possible, pas de vie nationale concevable, si quand le bien commun l'exige. Les intérêts particuliers ne savent pas céder le pas. S'il n'y a pas pour tous les membres de la nation une communauté de destin, si les plus favorisés par la situation et la culture ne savent plus en toute générosité se mettre au service de leurs frères les plus dépourvus. Seul un grand courant d'enthousiasme, un amour passionné du pays peuvent nourrir cette volonté d'effort et de sacrifice. Seuls, ils peuvent faire les particularismes stérilisants. Seuls, ils peuvent conjurer la création de blocs hostiles qui opposeraient violemment dans la nation d'une part les mieux pourvus et de l'autre ceux qui écraseraient le sentiment d'une injustice. C'est une tâche magnifique de contrôler, aider et régler les activités privées et individuelles de la vie nationale pour les faire converger harmonieusement vers le bien commun. Fin de citation. De son côté, le ministre Makani, un ancien ministre de l'Éducation nationale. Vous l'aimez beaucoup? Je l'aime beaucoup. Il a été un grand ministre. Il est un homme humble. Il a dit ceci à propos de la jeunesse. Être homme, cela se construit souvent à travers les difficultés de la vie, mais aussi grâce à la persévérance et le goût de l'effort, au respect et à l'attachement de vraies valeurs. La jeunesse actuelle est beaucoup plus encline à la facilité. Ils veulent être assistés. Ils veulent être assistés. En tout cas. C'est tout, être assistés. Enfin, vous voyez ce que disait André Frossard. D'ailleurs, avant de dire ce que c'est, j'ai l'impression que ici, nous, les gens, se sentent obligés de soutenir un homme politique, un leader, dont l'agir ne concorde point avec leur conscience. Ah non. Même s'il n'est pas de leur tribu, même s'il est de leur tribu ou de leur région, voire de leur parti. André Frossard a dit ceci. Quand on abdique sa conscience entre les mains d'un parti, il s'en empare mais ne vous le arrange jamais. Il ne faut pas déléguer son regard, son intelligence ou sa conscience à quiconque, jamais. Ok? Donc, c'est pourquoi je compte sur ce ministre de l'Éducation, comment vous l'appelez, un succès civique. Oui, Mikris Kabamboko. Qu'il vienne changer, bouleverser les choses. D'accord, mais nous savons que nous ferons de telle sorte que qu'il vous reçoive un jour, parce que vous allez lui transmettre cette flamme-là. Vous plaidez pour la jeunesse congolaise, vous plaidoyez pour la jeunesse congolaise, non, on n'a pas oublié. Je suis à sa disposition, je suis son aîné, je suis son papa. Mais nous lui ferons passer le message dans l'espoir que... J'espère qu'il aura le courage de me rencontrer. Il le fera, il est ouvert depuis toujours, depuis que nous le connaissons. Dieu soit loué. Très bien, le message est passé, nous le lui dirons. Parce que, de toute façon, on lui dira directement inbox. Parce que je suis pestiféré, hein. J'ai travaillé avec Milongo et avec le Souba. Beaucoup de gens me fuient, je n'ai plus d'amis. Non, vous avez eu la confiance du président de la République. Heureusement. Mais voilà, donc le président Sassou vous a fait confiance, vous lui avez fait confiance à l'époque vous aussi. Mais comment? Dès qu'on vous avait nommé ministre. Oui. Et donc ça avait marché.
Et du coup, aujourd'hui, si vous avez des conseils à donner aux jeunes ministres qu'il vient de nommer, c'est tant mieux. Donc, il n'y a pas de raison. Je suis à leur disposition, mais voilà. Comme beaucoup de mes collègues sont à leur disposition. Voilà. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, mais donc on peut être complémentaire. Vous disiez ici que pas besoin de conflit de génération. Alors, lieutenant Antoine Gonga, il y a à boire et à manger dans ce livre magnifique, petit mais costaud. Si nous revenons page 30, lorsque vous dites piste de solution ou remède, que faut-il faire pour l'avenir de la jeunesse congolaise? Vous le dites, et en petit tas, la solution que vous apportez, c'est la famille. Nous tombons des nues. Au lieu de commencer par l'homme politique, par exemple, vous commencez par la famille. Pourquoi? Mais parce que la famille, nous sommes issus d'une famille. C'est la famille qui nous est dit. Chacun de nous est issu d'une famille. La politique vient seulement après. Ah. L'homme politique vient et il nous amène dans des voies démagogiques ou je ne sais comment. Donc notre éducation part de la cellule familiale. De la famille, c'est de la cellule familiale. Par exemple, nous, dans notre jeunesse, M. Alexis, on n'appelait pas les papas tontons, on les appelait papas. Ah. Tout homme de l'âge de son père, c'était papa. Papa. Toute femme de l'âge de sa mère, c'était maman. Tout frère de l'âge de son frère, c'était yaya. Yaya. Etc. Aujourd'hui, tu passes là, tonton, ce qui ne signifie rien. Il ne vous respecte même pas. Même pour vous appeler papa, il hésite. Papa, c'est plus responsable, c'est plus intime, c'est plus profond, mais tonton, c'est un peu parce que terre à terre, ordurier. Il y a un compatriote, le docteur Mbadinga, je pense que Dieu est son âme, il est déjà décédé, il avait dit ceci. La jeunesse marginalisée continue à se désintégrer progressivement, et cette jeunesse que nous avons laissée à la débandade et qui est inévitablement encline à s'écarter des voies de la décence et de la dignité est à commettre des choses viles. Car l'enfant est comme une plante qu'il faut entretenir avec suffisamment d'attention et beaucoup de patience. Exact. D'accord avec lui. Non, mais ce qui est vrai, c'est que votre génération savait tout, mais n'a pas tout fait. Peut-être on n'a pas su transmettre, l'erreur est humaine. Mais qu'est-ce que l'État aussi a fait pour compléter? Ah, c'est ça aussi. En tout cas, Dieu de Antoine Gonga, il y a toujours eu des tacles entre vous et nous. Mais ici, page 81, quelque chose que nous aimerions que vous puissiez vous-même commenter pour nous. On se demande bien pourquoi vous avez mis ça ici. Il faut rassembler l'intelligence des gens, capables de repenser notre pays, qui peut être sauvé par un nouvel élan d'union, de fraternité et d'amour. Il faut donc des actes fondateurs forts, mais qui doivent être bien pensés et conduits. Oui, c'est une citation de mon ami, le feu Les Kassaton du Mont-Mondjo. Nous vous avons laissé le dire vous-même. Ah oui. Les Kassaton du Mont-Mondjo. On imagine votre plaisir, votre joie en évoquant Atondi Mombonzo les Kasses. Oui, c'était mon ami, mon frère et tout. Et paix à son âme. En paix à son âme. Mais il avait dit ceci, il avait dit ça à propos de ceci. Il est donc temps de travailler patiemment, chacun à son modeste niveau, à l'éclosion d'une élite au sens politique, intellectuel, spirituel du terme, sans elle point d'émancipation. Il ne faut pas qu'on ait des générations politiques bidons. Et vous trouvez que c'est d'actualité, ces paroles? Mais c'est d'actualité. Plus que jamais, ça s'impose. Et comment ça s'impose aujourd'hui? On aime ça. Que chacun de nous s'investisse dans ce travail à mener ensemble. C'est là votre commentaire, pour qu'une nouvelle génération de cadres du nord au sud, liés par les valeurs humanitaires communes, offre demain aux poules et à notre pays les perspectives d'une alternative libératrice et émancipatrice. Ok. Il ne faut pas se tromper de perspective, dites-vous. Oui. Ok. Bon, par hasard encore, on tourne. Vous avez trouvé quelque chose ou bien nous cherchons quelque chose ici? Cherchez que moi je suis à votre disposition. Vous dites quelque part, page 90, d'autre part, le dirigeant doit être ce citoyen qui prône et promeut la paix. Car la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Dixit, le président Félix Houphouët-Boigny. Oui. Alors, quand on se dit
homme ou apôtre de la paix, comme nous avions qualifié au début de cette émission, l'on devrait d'une part défendre le dialogue à tout instant, car dialogue et paix sont étroitement liés, et d'autre part, travailler à promouvoir le dialogue et la paix chez soi. Comment on peut promouvoir le dialogue et la paix chez soi-même? Mais on doit le faire dans notre pays. Ah! Moi, je suis pour ce qu'a souvent demandé le ministre Joseph Ouabari. Connaît... Ouabari Mariotti. Oui, connaît quand même un dialogue ici. On a peur d'avoir le dialogue. C'est pas ce dialogue qu'on a le faire. Oui, on a peur d'avoir le dialogue parce qu'après ça part dans tous les sens. Après, c'est des règlements de compte, c'est des... les gens on pensent manque de respect à tout le monde. Et puis non, mais non, les gens pensent dialogue dans le respect mutuel, oui. Oui, les gens pensent que le dialogue national va rappeler la conférence nationale. Ah oui, il y a tendance à ça, hein, parce que voilà, mais il y en a qui sont en train de grincer des dents dans le noir. Ils n'attendent qu'une telle occasion pour allumer le feu. Ah, soyons-nous, parlons franchement. Le Congo, c'est notre État, c'est notre nation. Il faut notre bien commun. Ce n'est pas le bien d'un tel ou d'un tel autre. C'est pourquoi c'est très important, je vous assure, monsieur Alexis, de faire justement ce dialogue-là. La peine sortira de ça. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'aigris dans notre pays. Vous savez, il y a une séance, ou bien une image qui m'a beaucoup frappé. Quand on a nommé le nouveau ministre, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que j'ai vu les gens se réjouir comme si c'était la fête. Ah oui. Mais non, c'est ridicule. C'est tout le pays qui vient là, la famille est là, les tam-tams et tout ça. Donc pour eux, être ministre, c'est autre chose. Ah mais c'est une consécration, c'est une grande fête. Vous vous rendez compte? C'est le but de toute une vie. Mais nous, on a été nommé ministre, il n'y a même pas eu de fête, on ne savait même pas ce que c'est. Non, Dieu de Antoine Conga, il y a eu des tam-tams, il y a tout. Non. Les gens sont venus du village pour venir. Non. Toute la famille a dormi dans votre salle. Non, jamais. Au contraire, moi, quand on m'a nommé, on est venu me chercher, on ne m'avait jamais consulté. On m'a mis devant le fait accompli. Et je vais vous dire, ma grand-mère et maman sont venus me voir. Qu'est-ce qu'on apprend? Tu vas travailler avec ces gars-là, ils ont abattu leur éléphant. C'est dangereux. Je traduis comme ça. Ils ont abattu leur éléphant. L'éléphant est maintenant être entouré d'asticots. Et toi, tu vas dépêcher cet éléphant-là. Oh, nous ne voulons pas. On n'a pas besoin de ça. Tu as toujours travaillé ici. Continue de faire ce que tu fais d'habitude. Il y a les manguets, il y a les safous, tu peux les manger. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand on est ministre, c'est la fête. C'est une grande fête. C'est je ne sais quoi. Et puis, ce qui est plus grave, Dieu de Antoine Conga, ça, nous voulons bien avoir vos impressions. Vous savez, nous posions la question hier. Pourquoi il y en a qui, une fois qu'ils sont nommés ministres, prient tous les dieux pour y rester éternellement? Et nous avons découvert que dès qu'on est débarqué du gouvernement, bien sorti du gouvernement ou remplacé par quelqu'un d'autre, eh bien, on devient l'objet des railleries de tout le pays. Oui, on l'a débarqué, on l'a écarté et tout ça. Peut-être que c'est ça qui fait que... Non, mais là, c'est parce que le peuple... Mais pourquoi les Congolais s'en prennent à quelqu'un tout simplement parce qu'il n'est plus ministre? Parce qu'ils ne comprennent rien. Ah ben justement, si c'est comme ça, triste. Je suis nommé ministre, eh bien, je prie tous les dieux pour y mourir. Non, il faut que mes collègues qui sont nommés ministres sachent que nous ne sommes pas des indispensables. Personne n'est indispensable. Oui, mais quand on n'est plus ministre aussi, vous vous moquez de nous encore. Donc, tout est début, tout a une fin. Moi, ceux qui se moquent de moi, c'est leur affaire. Hein. Moi, quand je suis sorti du gouvernement, le mois haïssable, les gens se sont moqués de moi. Ils m'ont dit, oh, que ce ministre-là, il n'a même pas pu acheter une voiture neuve. Donc, pour eux, il ne faut pas donner l'impression que ministre signifie être riche, avoir accumulé des richesses. Pour eux, c'est ça. On doit servir l'État. Comme disait le Premier ministre André Milongo, on n'est pas là pour accumuler des richesses. On n'est pas là pour accumuler des richesses et nous, population, nous, Congolais, nous ne devons surtout pas aussi nous moquer de ces ministres-là qui ont servi et puis qui ont été remplacés. Pour qu'on ne se moque pas du docteur qui est nommé directeur de l'hôpital de Talangaï quand il est évincé. Vraiment, pourquoi on ne se moque pas de celui-là? Pour qu'on ne se moque pas du directeur de l'école qui a été évincé. Non, c'est une fausse idée que nous avons parce que les gens croient que être ministre ou député, c'est être riche, c'est faire ceci. Oui. Évidemment, là aussi, le gouvernement, il prête le flanc. Parce que quand vous donnez un salaire de 15 millions 15 millions à un ministre, c'est trop. Ah oui, donc il faut que les tam-tams sortent quand même.
Non, C'est moi je n'ai pas nous-mêmes. besoin de tam-tam, mais il ne faut pas que les ministres sachent qu'on a besoin de cela. Vous savez combien nous on avait Non, en 92? dites-nous. 450 000 francs d'indemnité. Non, Mais si, Non, mais attends. on vous donnait 450 000 francs Gonga, sur votre indemnité, sur votre salaire. Vous gagnez 80 000 francs à l'époque, ou quoi? On vous ajoute les Non, 450 000 francs. Dieu de Antoine Gonga, vous étiez ministre sous André Milongo. Pendant la transition. Pendant la c'était dur, transition. c'était dur, oui. Et vous aviez toute la possibilité de vous octroyer de gros salaires. Vous vous êtes non. certainement taillé la part du lion Non. en vous donnant à chacun 7, 8, 9, 10 millions. Non, pas Milongo. Hein. Milongo On venait- lui-même devait être dans 100 non, millions de non. francs CFA. Là, on venait pour servir l'État. Et c'est ce que vous aviez fait. Ah oui, un jour, on a voulu protéger, on a dit, mais on n'a pas de 3 mois, on n'a pas de salaire. Il a dit, mais si je vous donne votre salaire, et le peuple, Et le peuple. ce qu'il a dit, travaillons pour le peuple. Un jour, nous sommes allés à Paris, il m'a dit, Dieu tenait, il faut qu'on aille en France. Dardar, je dois rencontrer les autorités françaises. On nous a envoyé un avion privé qui nous a pris. Tout ça, vous savez avec combien de sous il est parti avec? Dites-nous. 10 millions de francs CFA. Hum. Je vous dis ce qui est vrai. J'ai dit, mais monsieur le Premier ministre, il y a les hôtels et tout. C'est déjà fait, c'est fait. 10 millions de francs CFA. Et vous avez pu réussir votre mission et revenir. Et puis on est revenu. Ça s'est bien passé là-bas. Ça s'est bien Vous passé. Vous n'avez pas passé la nuit sous la belle, à la belle Non, non. étoile. On a pu payer les 3 nuits d'hôtel, nous sommes revenus. Mais un jour, moi, il m'envoie une mission, je vais à mission, je dois aller auprès de la CE, jusqu'à Addis Abeba. Il m'a manqué de sous, plutôt au niveau de Paris. J'ai téléphoné ici. On a donné les instructions au nos trésoriers payeurs de Paris pour me débloquer quelque chose afin de payer au moins l'hôtel et tout. Pour dire comment on était. Ah, vous étiez dans la logique même de Et ces choses. quand on venait, il fallait justifier les dépenses. Très bien. Et par les temps qui courent, on aimerait bien que ça soit appliqué comme ça au nouveau gouvernement. Moi, je voudrais que ce soit ça. Ce serait bien. Parce qu'on a introduit un document qu'on appelle certificat administratif. J'atteste avoir dépensé 500 000 francs pour ceci. Non, c'est trop facile. Très bien. Page 91, je crois que c'est par là que nous allons terminer puisque nous sommes à l'atterrissage. Nous aimerions bien que vous nous expliquiez ceci. Parce que vous parlez de paix, de paix, de paix, de paix. Et d'ailleurs, en haut de la page, on dit on veut la paix et on bande les muscles avec arrogance. Voilà, on veut la paix et on bande les muscles avec arrogance, même si on prétend comme les Romains que si vis pacem para bellum. Si vis pacem, Pacem. param bellum. Param bellum. Qui signifie qui veut la paix prépare la guerre. Voilà, même si on le prétend comme ça, et tout le monde le sait d'ailleurs, j'affirme haut et fort, j'affirme, c'est vous, Dieu de Antoine Oui, Gonga, oui, c'est moi, oui. J'affirme haut et fort que la paix ne peut être maintenue par la force, l'intimidation et l'arrogance. Elle ne peut être atteinte que par la compréhension, l'humilité et la tolérance. Que voulez-vous nous dire là? Mais vous savez que la paix, il faut la maintenir. Mais ce n'est pas en étant orgueilleux, arrogant. Il faut être humble aussi. Vous savez, être ministre, être député, c'est presque un sacerdoce. C'est comme le pasteur d'une église. Normalement, Il faut être humble. normalement. Sans l'humilité, sans la tolérance, rien ne peut se faire. C'est vraiment des conditions sine qua non. C'est pourquoi j'ai écrit ça, je dis que c'est très important. Et moi, je voudrais ajouter une chose, monsieur Alexis. Allez-y, allez-y, allez-y. Je voudrais, parce qu'on va finir, lire ce que avait écrit un sénateur, le sénateur Daniel Abibi, Très un bien. ancien ministre. Daniel Abibi, nous entendions ce nom-là à Radio Congo. Il fut ministre de l'Éducation nationale. Ah, un grand ministre ou bien Non, il était ministre. Vous l'estimez, non? Je l'estime. Il a été ambassadeur aux Nations Unies aussi. Ah, Vous voyez, je vais citer ça, je pense que j'ai le temps. Il a dit ceci. vous avez le temps. Écoutez-moi bien. La classe politique congolaise, toute génération confondue, les intellectuels congolais, les hommes d'église et toute la société civile, que l'on espère mûris par les épreuves imposées au pays, se trouvent toujours devant la grande responsabilité de rechercher, de façon résolue et sincère, les voies et les moyens pour désamorcer la situation de conflit parfois aigu, parfois larvé, qui caractérise depuis des années le Congo, et pour mettre fin aux sanglantes et récurrentes luttes politiques
qui l'ont secoué jusqu'ici. Nous ne pouvons pas laisser aux générations futures un Congo déchiré où des fausses certitudes engendrent des haines implacables. Il n'y a pas de voie alternative viable et durable. Si l'on ne croit pas réellement à la paix, si l'on ne pose pas d'actes pour construire toutes les professions de foi pour la paix, sont de vains discours, de simples postures. La paix n'est pas une option parmi tant d'autres et ne saurait non plus être réduite à une simple question de communication. Elle est une exigence première de survie de la patrie pour que l'avenir redevienne possible. Très bien. Nous sommes d'accord avec lui, à 100%. Eh oui. Et donc, l'occasion pour nous, mesdames et messieurs, au moment où nous allons bientôt atterrir, nous sommes sur l'atterrissage. Pour nous, nous ne pouvons pas atterrir, nous autres, avant de vous donner la conclusion, sans lire ceci que nous avons vu ici. Quelle page? Page 91. Le dialogue est l'arme des forts. L'arme, une arme. Oui. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. C'est l'arme de ceux qui font passer leurs problèmes généraux avant les problèmes particuliers, avant les questions d'amour propre. Quand on a entre ses mains la vie de milliers de ses compatriotes, on ne devrait plus avoir d'amour propre. Autrement, on serait tenté de penser que son obstination dissimulerait quelque chose. Mais quoi exactement? Il est temps de faire preuve d'humilité, de tolérance, de dépassement de soi et de pardon mutuel pour restaurer l'unité et la paix des cœurs et des esprits au fin de vivre dans l'amour patriotique et fraternel pour notre devise unité, travail, progrès dans notre beau pays, le Congo, qui est notre champ. Si chacun y jette sa pierre, qui sèmera encore le manioc ou l'igname ou encore les arachides? Explication de Antoine Gonga. Mais oui, c'est vrai ce que je dis. Le Congo est notre champ. Il nous reste 2 minutes. Le Congo est notre champ. Il faut y jeter du fumier. Du fumier. Et non des pierres. Désherber. Voilà. Et non des pierres, parce que jeter des pierres. Mais allez, par exemple, dans les pays comme ceux du Moyen-Orient où il y a beaucoup, ou bien en Israël où j'étais, mais c'est plein de pierres. Plein de pierres. Mais c'est pas facile de construire quelque chose là. Non. De planter plutôt quelque chose. De planter. Donc nous avons ici un pays qui est d'ailleurs très fertile. Mais nous sommes richement bénis. Mais nous sommes très Dieu. bénis. Nous sommes très bénis. Notre pays, dans notre pays, les gens ne devraient pas souffrir. Normalement. Je pense. Mais il faut que ceux que nous dirigeons, qui sont avec nous, soient conscients de ça. Ah, conclusion de Antoine Gonga. Il faut que ceux qui nous dirigent soient conscients de ça. Oui. 1 minute pour atterrir. Mais qu'est-ce que je dirais? Un regard sur le Congo. Je dirais aux autres que c'est mon point de vue. Il n'est pas parole d'évangile, mais c'est une piste que je donne. Et je souhaiterais que nous, notre génération, surtout ceux que nous suivent là, puissent faire quelque chose pour sauver notre pays. Notre pays est riche et beau. Que les richesses de notre pays profitent à tout le monde et non à une poignée. Ce n'est pas normal qu'on trouve aujourd'hui un ministre ou un député qui ait travaillé tout juste pendant 5 ans, 6 mois, avoir des immeubles, de ceci, de cela, pendant ce temps les autres croupissent. Non, il faut que cela cesse. Il faut que tout le monde puisse avoir sa part de richesse du Congo. On ne demande pas que tout le monde ait les salaires de ministre, non, ça serait malhonnête. Non. Mais que l'homme, quand il sort, quand il travaille, sait qu'il a son salaire facilement, il a sa pension, qu'il peut acheter facilement ses médicaments, il peut être soigné. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur d'aller au CHU parce qu'il faut avoir de l'argent aux urgences. On te demande, est-ce que vous en avez un bongo? Ils ont peur. Famille Intel, venez ici. Il faut acheter ceci. Et on tombe les nues quand on est fauché. Et oui, il faut que cela disparaisse. Il faut que cela disparaisse. C'est par ce monde que nous arrivons à l'atterrissage, mesdames et messieurs. C'était un regard sur le Congo avec Dieu-Dieu Antoine Gonga, un de cette génération-là, devant un de cette génération-ci. Et il est l'apôtre de la paix. Il n'a dit pas de conflit de génération. Un regard sur le Congo est écrit dans le souci d'informer toute personne qui le lira de la situation qui prévaut au Congo après 64 ans de son indépendance. Nous étions donc en 2024. Il consiste à réveiller la conscience des Congolais, au fin de les aider à trouver des solutions adéquates aux différents problèmes de la paix
de l'insécurité et du chômage des jeunes, censés être abandonnés à eux-mêmes. Un constat et un cri du cœur qui ne doit pas laisser les Congolais et les lecteurs indifférents à tous ces problèmes qui se posent avec acuité. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci, M. Alexis. Soki na kati, oteka ba